Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bouillard. Bonjour, bonsoir, bon matin, bon après-midi. Vous êtes à l'écoute de Croissant Outcast, le spin-off de Comics Outcast. De quoi ça parle ? En fait, d'habitude, on vous parle de comics américains, souvent en VO, on va pas se mentir. Et bien là, on s'offre une petite pastille, une petite pépite, un petit temps fort sur la VF. Manga, BD ou comics, tant que c'est en français et que ça nous a plu, on vous en parle. Pas besoin de faire de tour de table, ça va aller très vite parce que ce sont vos chroniqueurs préférés qui sont là de toute façon. Ouais, évidemment. Et je vais tout de suite donner la parole à XT pour son premier coup de cœur. Alors, pour mon coup de cœur de ce soir, je vais vous parler de Préférence Système, un livre écrit, dessiné et mis en couleur par Hugo Bienvenu, qu'on retrouve aux éditions de Noël Graphique. Ça vaut 23€. Et il y a, je sais pas, 150 pages peut-être à vue d'œil. Allez, hop. Ceci est clairement à vue d'œil. De quoi ça va nous parler ? Donc nous sommes dans une science-fiction proche, et j'ai perdu le mot pour ça, tant pis. Anticipation ? Oui, voilà, merci. Anticipation. Le monde croule sous les œuvres et les données, les œuvres culturelles et données, à tel point qu'en fait, on n'a plus moyen de stocker tout ça. On se retrouve donc à avoir des archivistes. On suit donc un archiviste qui va devoir traiter ces données. Et je ne sais pas si vous avez déjà travaillé avec des archivistes ou des documentalistes éventuellement. Tous les jours. N'est-ce pas ? Il y a un gros travail de gestion des données, du contenu matériel, et aussi une gestion de... Il faut faire le tri aussi des fois. Et malheureusement, il y a certaines choses qui passent à la trappe selon leur importance. Évidemment, pas forcément partout, mais là où je travaillais, moi en tout cas, il y avait certaines choses, tant pis. Au revoir. Peu importe, malgré leur qualité éventuelle. Et donc, notre personnage principal, en fait, lui, il y a quand même quelques... C'est en haut qu'on lui dit, écoute, mon gars, ça dégage. On n'a plus besoin. Et ce jour-là, on lui demande de dégager des archives de l'humanité 2001, l'Odyssée de l'espace. Scandale. Et évidemment, lui, embêté par ça, en fait, décide de prendre ces données et de les injecter dans son robot personnel. Parce que à cette époque-là, en 2055, quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement, tout le monde vit avec un robot personnel, globalement. Et il décide de faire ça pour sauver la culture à sa manière, en fait. Lui, il a des œuvres qui l'ont marqué, il y a des choses qu'il marque, et ce qu'il dit, c'est, je vais citer Bulle parce que je le trouve très bien, c'est « Nous sommes construits par les histoires et nous serons effacés par les données ». Et je trouve l'image très belle. Et il y a le côté, en fait, on est envahi, on ne traite plus ça comme des histoires, des événements culturels, des choses qui ont un sens, mais vraiment comme des données. Et il y a une page superbe où tu le vois seul devant un mur entier de disques durs. Ils sont sur leur nacelle à se dire « Bon, ça on supprime, ça machin ». En fait, il y a du côté de l'insignifiance de ce petit morceau de culture qu'elle a. En fait, il est complètement insignifiant. Il y a ce sentiment-là qui est donné. Et donc, en fait, lui, il revient chez lui. Et évidemment, ce qu'il fait, c'est complètement interdit par la loi. On est dans une forme de Fahrenheit 451 dans l'idée. Hein. Il y a un peu ce côté-là dans la gestion de la culture par le gouvernement. C'est passible de peine de mort. Et en gros, lui, en se mettant ses données, en fait, il veut aussi ça pour son enfant, pour garder ce que lui, il a marqué, pour le transmettre à son enfant, à l'héritage. Cet enfant qui est, au passage, porté par le robot. Ce n'est pas la femme qui porte l'enfant, c'est le robot qui sert de mère, père porteur. Et en fait, là où pour moi ça se démarque plus, parce que c'est un pitch qui pourrait sembler relativement classique, c'est qu'il arrive à sublimer en fait tout le ton, tout le sujet par sa modernité. Il y a vraiment un côté moderne dans le sujet, parce qu'il arrive à mélanger le côté submersion de toutes ses œuvres et il a aussi un truc très particulier, c'est son graphisme. Alors moi j'aime beaucoup, c'est très pop, très 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 coloré. Il sort de l'école des Gobelins en l'occurrence, donc il y a un style assez marqué aussi. Enfin, ils sortent pas de nulle part sur le sujet.
Il arrive à faire des pages très marquantes dans leur sens, il sait mettre en scène certaines pages qui sont très marquantes. Ça nous emmène dans des contrées du coup assez larges dans les sujets évoqués. Donc comme je disais, la place de la culture, les données, le côté innovation, l'héritage, la transmission de l'enfant et à l'humanité. Qu'est-ce qu'on veut laisser à notre descendance et quelles sont les valeurs qu'on veut transmettre et qu'on veut laisser. Donc voilà, en fait, j'ai vraiment été marqué parce que malgré ce pitch, j'arrive pas à expliquer oralement, mettre le pourquoi c'est extrêmement marquant, mais à la lecture, il y a vraiment ce truc en plus. Ce livre a ce truc en plus qui le rend au-dessus du lot pour ce type de sujet-là. Et puis voilà, alors petit point pour le style, ça c'est plus pour l'anecdote. Il aura travaillé régulièrement avec Hermès pour dessiner leur fameux carré, régulièrement en l'occurrence, pour le style qui va bien. Voilà. Donc je pense pas que vous l'avez lu autour de la table, mais si vous avez peut-être déjà entendu parler du Go Bienvenu, peut-être sur d'autres œuvres. Oui, non. Gobelin et compagnie, oui, bien sûr. Okay. Enfin, bien sûr, non, pas bien sûr du tout. Alors, je connais l'école des Gobelins. Oui, l'école des Gobelins, mais l'auteur, non. Pareil, ça me dit rien. Moi, je l'ai déjà entendu en interview, je l'ai déjà lu. Ah, d'accord, ok. Ah oui, tu as déjà lu aussi. Moi, j'ai cru que tu faisais une blague, en fait. Ah, que je le connaissais personnellement ? Non, que tu le connaissais pas et que tu faisais semblant que Voilà, parce que vous n'avez pas l'image, c'est pas très radiophonique, effectivement, mais t'as fait un petit rictus et pardon. Comme d'habitude. Et l'autre. T'as lu celui-là ou t'en as eu d'autres ? Ça t'avait plu ? Pas plu ? Non, je l'ai pas lu celui-là. Mais du coup, ça m'intéresse. Ouais, moi aussi, ça m'intéresse. On va se battre. Oh, on va feinter. Mais non. Allez, dans la boue. Je me mets au milieu de la table. Dans la boue. On éteint la lumière et on voit ce qui se passe. Très bien. Laissez sortir d'abord. Merci XT pour ce coup de cœur. Je vais maintenant donner la parole à Matt Satonaka. Eh oui, de quoi va-t-il vous parler, le Matt Satonaka ? Il va vous parler de comics. Pas de n'importe quel comics, enfin de plusieurs comics, puisque je vais vous parler du crossover annuel de la fin 2022, début 2023, qui est repris chez Panini Comics, bien évidemment, en 3 fascicules. Je vais vous parler de Avengers X-Men Eternals Judgment Day, qui comprend des parutions spécifiques à Axe, Avengers X-Men Eternals, des cravates intérieures, des tie-in, bien sûr. Des cravates intérieures ? Et oui, des tie-in. Oh là là. Oh la vache, oui. Oui, la vache. Magnifique. Titre d'épisode. Mais aussi un anecdotique Captain Marvel. Voilà, donc Kelly Thompson. Je sais que c'est ta nouvelle BFF, mais là, faut dire qu'elle aurait pu mieux faire. Et par contre, des issues de Fantastic Four absolument extraordinaires. Donc 3 volumes chez Panini, classique. Donc moi j'ai les soft covers, mais il doit y avoir les cartonnés maintenant qui sont surtout dispo, 22 €, 168 pages. Heureusement il n'y a pas tout, parce que alors le crossover là, le Avengers X-Men Eternals, il y en a partout, je ne parle pas d'autre chose, il y en a partout. Il n'y a notamment pas les détails de la guerre sur Arakko qui sont dans toute la partie X-Men, on a juste le résultat. Kieron Gillen à la baguette de tout ça, donc, voilà, autant vous dire que moi personnellement ça m'a conquis. Valerio Chitti, Pasquale Ferry and Friends au dessin. Ce crossover est notamment le résultat des événements qui sont décrits dans Eternals de Kieron Gillen. Les Eternals, vous vous souvenez, des êtres qui sont créés par les Célestes, qui ont été encodés pour obéir, donc ce qui amène des dilemmes presque shakespeariens dans leur façon d'agir. On rajoute en plus à ça un secret qui va être véritablement la clé de toute cette histoire-là, c'est que les Eternals sont éternels uniquement parce que quand l'un d'entre eux meurt, la machine Terre retire la vie d'un humain. Et ça, c'est le secret le mieux gardé de tous les Éternels. Qu'est-ce qui se passe dans les Eternals ? Dans les épisodes précédents de Buffy contre les vampires, etc. etc. Mais sachez que Druig éternel est le nouveau chef des Éternels et il considère que les X-Men, qui à ce moment-là sont déjà sur Krakoa, peuvent ressusciter selon la matrice avec le code génétique de Monsieur Sinistre, etc. etc., etc. Il décide que les X-Men sont des déviants et décide de leur faire la guerre. Je ne vous dirai pas qui a dit à Druig
pourquoi et comment les X-Men étaient ressuscitables. Influenced. Ouais. S'ensuit une attaque massive des Éternels sur Krakoa et sur la planète Mars Arakko qui provoque de nombreuses victimes et certaines ne reviendront pas. Toutefois, et c'est là que ça commence à devenir beaucoup plus intéressant, certains Éternels décident de ne pas suivre ce que Druig leur demande de faire, donc le nouveau chef, d'attaquer les X-Men, et ils s'allient avec les Avengers et les X-Men pour tenter le tout pour le tout, c'est-à-dire faire revivre le Céleste dans lequel les Avengers ont établi leur QG pour créer un nouveau dieu qui mettrait fin à cette guerre. Bien évidemment, ça tourne mal, puisque celui-ci, une fois réanimé, décide de juger la Terre et tous ses habitants et laisse une journée à tout le monde pour prouver leur valeur. Voilà, le décor est posé. Une histoire on ne peut plus épique, forte en émotions, en rebondissements, extrêmement riche en personnalités connues et là aussi remises en cause dans leur fondement. Des petits passages particulièrement intéressants sur Tony Stark, sur Jean Grey. Et le final est d'autant plus intéressant que ça ne consiste pas en un classique rangement des jouets dans le coffre. Il y a des véritables conséquences sur l'univers Marvel, sur les X-Men, sur les Éternels, moins sur les Avengers. Je vous le disais tout à l'heure, moi, il y a une partie dans ces comics-là qui m'a particulièrement plu, c'est tout ce qui tourne autour des Fantastic Four. Et donc, décidément, c'est très très bien écrit, hein, les personnages, que ce soit Jane Richards, Mrs. Fantastic, etc., sont extraordinaires. Ça m'a particulièrement touché. Il y a beaucoup de positionnement par rapport à cette fin du monde. Qu'est-ce qui est le plus important ? Est-ce qu'il s'agit de sauver le monde ou est-ce qu'il s'agit de rester avec ses proches et de les aimer jusqu'à la fin ? Voilà, tout un tas de questionnements qui sont propres à Kieran Gillen, comme il sait les développer. Sincèrement, je vous invite à lire ce crossover s'il fallait en lire un plus que d'autres. Je vous le recommande chaudement. Petite question. Oui. Est-ce que c'est compréhensible si on n'a pas le gros background de qui sont les Éternels, comment fonctionnent les X-Men, et parce que là tu parlais de Krakoa et compagnie, là. Oui. Ça reste quand même accessible ? Oui. Alors, Faut des bases quand même. je pense qu'il faut au moins avoir suivi Krakoa, la période de Krakoa X-Men. D'accord. Ouais. Il n'y a pas Le de petit reste, résumé au début Il y a forcément, il y a toujours un petit peu des textes, mais pour comprendre au moins un petit peu les enjeux, au moins suivre Krakoa. À la limite, les Éternels, c'est comme il a dit, l'info à retenir, c'est qu'ils doivent suivre leur programmation. Rien qu'avec ça, normalement, tu t'en sors. Honnêtement, je pense quand même que autant les Avengers, il n'y a pas besoin d'avoir lu grand-chose à part de savoir qu'ils vivent dans un Céleste mort. Mais par contre, je trouve que Krakoa est quand même ça facilitera quand même grandement la lecture, quoi. Alors c'est vrai. Bon, il explique, hein. Il redonne les bases rapidement. D'accord. Mais très sincèrement, il y a marqué Avengers, X-Men, Eternals, c'est une série sur des Éternels. D'accord. Principalement. Donc oui, connaître un petit peu ce qui se passe sur Krakoa. Les Avengers, franchement, il n'y a pas besoin. Et les Eternals, ils resituent bien les personnages, ils resituent bien les intrigues. Et je leur dis, hein, il y a cette lutte contre leur code ADN qui les empêche de faire certaines choses. Là aussi, il y a toute cette histoire. Est-ce qu'on est prédéterminé ? Est-ce qu'on est libre ? L'inné, l'acquis, etc., etc. Il y a des choses qui sont vraiment très très intéressantes et qui sont développées là-dedans. Mais ça va bien au-delà du côté un peu, grandiloquent de ce que peut être un crossover Marvel. C'est beaucoup plus profond que ça. Tu peux nous rappeler en quelle année c'est sorti ? Fin 2022, début 2023. Ah, c'est tout récent en plus. Ouais, c'est vraiment pas vieux. Vraiment pas vieux. Ça a l'air croustillant. Eternals qui avait été chroniqué par Lulu dans un comics Outcast. Je me rappelle plus lequel, mais Oui, ça a été chroniqué il n'y a pas si longtemps que ça, mais Oui, effectivement, ça me dit quelque chose. Très bien, merci beaucoup pour cette petite pastille coup de cœur sur ce crossover de génie. Oui, on peut dire ça. Oh, oui. Je vais maintenant passer la parole à Regan. Eh bien, moi, pour changer un peu de ce que je vous ai déjà proposé dans ces pastilles VF, je vais vous parler de 404 graphiques. Oui, désolé, mais effectivement, quand un éditeur effectivement assure comme ça... Jamais 404. Exactement. Et on enregistre le même soir plusieurs émissions et on en aura vu plusieurs. Effectivement. Et donc, c'est avec plaisir que je vais avancer donc, le 3e titre publié chez 404 Graphics. Il s'agit de Arca, sorti en mars 2024. C'est tout chaud, littéralement, au prix de 22 €. C'est un one-shot avec
un sujet autour de la science-fiction. Les auteurs sont Van Jensen côté scénario et Jess Lonergan côté dessin. Au niveau du sujet, donc il s'agit d'un futur proche où on a enfin réussi à saboter définitivement notre planète, bien sûr. Depuis le temps qu'on y travaille, on a enfin le fruit de nos actions et rendre la Terre inhabitable comme on le craignait, bien entendu. Mais forcément, la tragédie n'allait pas toucher tout le monde au même niveau et les plus fortunés ont saisi l'occasion. Monter un navire spatial capable de rejoindre la planète habitable la plus proche. Évidemment, le plan a été cousu de fil blanc. Le problème, c'est qu'effectivement, c'est un voyage assez loin et c'est pas avec quelques milliardaires qui ne savent pas faire grand-chose qu'on va y arriver. Vous vous doutez bien. Du coup, ce n'est pas qu'un vaisseau, c'est une arche. D'où le Arca, dont ils seront les mécènes qu'ils auront bien mérité, bien sûr, et la population à leur service, évidemment. Les plus jeunes devront s'occuper des tâches et de satisfaire cette caste avant une émancipation qui leur est promis, qui leur permettra de peupler, de profiter de la terre promise quand ils seront arrivés. Mais en attendant, ce sont littéralement des esclaves modernes, pour les choses. Mais dans cette parodie de société aux strates immuables, la jeune Perséphone va découvrir que l'Arca repose sur des bases assez délétères et que tout n'est pas rose à bord de ce vaisseau, de cette arche, et qu'il y a des squelettes littéralement sous le tapis. Voilà pour le résumer en quelques mots. Écoutez, mangeons les riches, moi je dis toujours oui, hein. Dans le doute, hein, ça me semble un petit peu une bonne idée, hein. Mais en dehors de ça, non, c'est plutôt bien raconté. C'est un propos qui est toujours pertinent sans être novateur au niveau des enjeux de la SF, hein. Donc la fin programmée de nos ressources, un monde avec des ressources limitées, le rapport de force entre les quelques-uns qui pourront s'en sortir toujours quoi qu'il arrive et ceux qui vont devoir littéralement survivre. C'est une œuvre qui fonctionne vraiment bien de ce côté-là. C'est pas maladroit comme des fois on a pu avoir des récits qui étaient un petit peu gros sabots. Une très belle mise en page, soit dit en passant. Quelques belles idées de découpage du dessinateur. Il y a vraiment un travail graphique assez intéressant, proche d'une ligne claire d'ailleurs. Et de ce côté-là, on est assez servi. C'est dynamique, c'est intéressant. L'édition, je suis désolé, mais je suis obligé de le répéter parce que elle est belle. Elle est magnifique avec une texture un peu toilée sur la couverture. C'est encore une fois, c'est des magnifiques objets, hein. Vraiment, le travail est ouf. Je ne saurais trop que le répéter. Donc écoutez, c'était très sympathique et je pense que ça mérite votre attention si vous avez envie de voyager un petit peu. Il y a des rebondissements et des plot twists comme on sait en faire. Certains sont prévisibles, d'autres un peu moins. Mais j'ai passé un excellent moment et je ne saurais trop que vous le recommander. Est-ce que quelqu'un a lu Arca autour de la table ? Pas encore. Non, mais exactement, ça ne saurait que tarder. Ouais. Je pense qu'on va le faire tourner. Ça tourne à la table ce soir. Ça tourne dans Les cette chaises émission musicales. de Croissant Outcast numéro 4. Très bien, merci Regan. Et toi, Mais Luc? de rien. Alors moi j'ai décidé de vous faire voyager. Ah, Je vais vous parler d'une bande dessinée qui s'appelle Barlovento Face au vent, qui est l'œuvre de Eduardo Mazzitelli et Enrique Alcatena, qui sont en fait des grands maîtres de la BD argentine, qui ont fait paraître une version française donc de Barlovento en 2019 aux éditions Varum, qui est une maison d'édition un peu moins connue que les grosses maisons d'édition, mais qui propose des livres souvent de très bonne qualité, de très bonne facture, et souvent qui sortent de l'ordinaire. Alors qu'est-ce que raconte Barlovento ? Alors imaginez, on suppose être dans un décor style Europe 18e ou 19e siècle. Le héros s'appelle Ulysse. C'est un petit con, il faut le dire. Il a été élevé dans la riche famille de sa mère, c'est des aristocrates, etc. Ils ont un robot qui s'appelle Nono. Non, Télémac. non, il n'y a pas de robot. Mais non, c'est un Télémac, c'est pas Ulysse. Oh, le... Oui, c'est vrai en plus. Mais Oh, le... Oh là là. Bah alors, on n'a plus les références. Bref, Ulysse... Reviens.
a été élevé. Je vais y arriver, hein. Je suis perdue. Heureusement que j'ai pris des notes parce que je suis perdue. Désolé. Non, il n'y a pas de souci. Donc, Ulysse a été élevé dans une famille d'aristocrates. C'est un petit péteux. Et la légende raconte que son père, qu'il n'a jamais connu, serait en fait un mystérieux pirate du nom de Mille Orages. Au Classe. désespoir. Un peu classe. Ah ouais. Sommé par sa famille de prendre la mer pour rejoindre les Amériques, dans l'espoir de gérer leurs biens sur les terres lointaines. Oui, c'est ce genre de gens, évidemment. Ulysse voit son navire faire naufrage. Mhm. Il doit son salut à un mystérieux bateau qui le récupère, un mystérieux bateau qui semble avancer tout seul. À partir de là, Ulysse va donc arpenter les mers et il va se retrouver face... En fait, chaque chapitre est un tableau différent. Chaque chapitre est un hommage à un mythe et une légende de la mer. Vous avez des références à des tas de choses. Vous avez des références, allez, le plus simple, on va dire, les sirènes. Bah oui. Vous avez les sirènes, vous avez des références à Cthulhu. Oh. Vous avez des références à Moby Dick. Vous avez des références au sous-marin jaune des Beatles. Super. Vous avez des références à tout ce que vous avez pu Camoulox. croiser dans les histoires de pirates et de marins. Le tout avec un dessin un petit peu particulier, mais très léché, en noir et blanc. C'est entièrement en noir et blanc. C'est un vrai bijou. Vous avez des pages entières remplies d'univers lacustres. Enfin, non, c'est pas lacustre, c'est maritime plutôt. Vous avez des fonds marins, vous avez des animaux marins, vous avez des monstres marins, vous avez des bateaux, vous avez des pirates, vous avez des armateurs. C'est passionnant. Franchement, je racontais tout à l'heure en off la façon dont je l'ai eu par hasard. Je suis tombée dessus par hasard et ça a été une de mes plus belles découvertes de 2019. Franchement, je vous le conseille vraiment. C'est indispensable si vous aimez les histoires de pirates, par exemple. Vraiment, c'est sombre, c'est beau, ça sort de l'ordinaire. Et puis comme je dis, en plus, ce sont des auteurs argentins. Et je sais pas pour vous, mais moi, c'est la première fois que je lisais de la BD sud-américaine. Donc je suis très contente d'avoir élargi mes horizons et d'avoir eu cette BD entre les mains. T'avais pas lu Mafalda? Non, j'ai pas lu Mafalda. C'est sud-américain, Mafalda? C'est argentin. Ah, bah je me coucherai moins bête. Il y a un petit côté gravure qui est très sympathique. Il y a un beau, côté hein. gravure, Ah ouais, ouais, ouais. Vous c'est le vraiment. savez, un fan de Gustave Doré que je suis. Ah. c'est Bah voilà. fascinant. Il y a Bah écoute, si tu très veux, je te belles le prête. planches. Il On fait nous demande- 180 pages, pardon. Il coûte 24 € et franchement, pour ce prix-là, c'est donné. Grand format, très grand format. Hein. Ouais, un Ouais. format un peu. Belle édition. Ouais, c'est vraiment Varoum, ils font des super illustrations. La cover donne Ouais. énormément envie. Voilà. Ouais. On nous demande est-ce qu'il y a de l'aviron dedans. De l'aviron, il y a aviron, tout ce qu'il faut, mais pas ça. Waouh. Pardon. Gros niveau. Donc voilà, c'était ma recommandation Ah pour les fans de pirates. Voilà. Et les autres. Très bien, je crois qu'on va pouvoir clore ce numéro 4 de Croissant Outcast. Merci messieurs de nous avoir accompagnés, de nous avoir fourni Mais merci à des toi. je sais pas, des coups de cœur, Ouais. enfin je cherche mon mot qui vient pas, donc c'est pas grave, on va oublier. Merci pour les coups de cœur. Est-ce qu'on fait un tour de table ou est-ce Bah qu'on oui. vous retrouve? Allez, XT, où est-ce qu'on te retrouve? Sur Discord, évidemment, à mon travail. Voilà. Toujours. À la boulangerie le matin pour le croissant, Voilà. à Outcast. Et sur les quais à attendre le métro. Et Exactement. Et oui. Matsatonaka, où te retrouve-t-on? Ah, on me retrouve toujours en Seine-Saint-Denis, dans le 93, à expérimenter le vivre ensemble, toujours. Oh. Et principalement sur le Discord, c'est là où c'est le plus intéressant. C'est le plus simple pour te contacter. Exactement. Si on veut t'envoyer des lettres d'amour Ah et de bah, fans. Alors, par exemple, mais et soyez discrète, hein, parce que sinon je vais finir dans la niche du Golden Retriever, Ah, qui sera, elle, bien contente de prendre ma place dans mon lit. Donc, non, ne la tentez pas. Merci. Regan, où est-ce qu'on te retrouve? Les suspects habituels, Gérovite sur Instagram, Prigmore sur Twitter et tout le reste, c'est Regan, dont notamment le Discord du VHS. Et toi, Lux? Quant à moi, vous pouvez me retrouver sur Blue Sky, luxbox.quelque chose. Quelque chose. Truc Et pas évidemment sur le Discord. Voilà. Croissant Outcast numéro 4, c'est terminé. Ciao, à bientôt. À bientôt, ciao.
de transmission.